confins de l'Union européenne, frontière entre la Pologne et la Biélorussie. Cette forêt a 14 000 ans. C'est la plus ancienne du continent. Un site classé patrimoine de l'humanité, devenu le théâtre d'une traque sans merci contre les migrants en quête d'une nouvelle vie. On va vers la frontière. On est très près d'un groupe là-devant. On va les rejoindre. Il y a environ 300 personnes par là-bas. Depuis l'été 2021, des milliers de personnes venues principalement du Kurdistan irakien et de Syrie ont pensé trouver ici un accès sûr vers l'Europe. Un espoir vite déçu devant la détermination du gouvernement polonais à ne laisser personne entrer. Alors, certains prennent des risques et multiplient les tentatives de passage. Et lorsqu'ils parviennent à entrer en Pologne, les ennuis continuent. Il y a un homme. Il nous demande de l'argent. Sinon, il appelle la police. Quelle honte. Cette situation a révélé une véritable fracture au sein de la société polonaise. Désavouant la politique de leurs autorités, des citoyens, des ONG et des habitants ont décidé de s'engager contre l'inacceptable, le rejet et même la mort de migrants à la frontière de leur pays. Le long de ces 418 km de frontière avec la Biélorussie, la Pologne a institué une zone interdite, la seule du genre existant en Europe. Large de 3 km, elle est strictement fermée aux ONG et aux journalistes. La zone est gardée par 20 000 soldats, policiers, gardes frontières et milices territoriales. Jakub Sypiański est coordinateur au sein de la coalition Grupa Granica, le groupe de la frontière, une organisation très combative composée de 14 ONG, principalement polonaises. Leur mission, secourir et assister les migrants. Jakub connaît très bien la zone interdite. Il nous y fait entrer le plus simplement du monde. C'est en même temps un refuge et un danger énorme. Parce que les conditions de la forêt, comme vous voyez là maintenant, sont atroces. Et même en automne, c'était pas un terrain pour passer quelques jours, surtout avec des enfants, pour dormir. Et tout ça, on devant se cacher constamment de la police pour les risques d'être expulsés de nouveau en Biélorussie. Ce type de situation était sans précédent en Pologne. Les personnes qui habitaient ici ont été confrontées avec un choix entre la mobilisation et l'indifférence. J'ai parlé avec les gens qui nous disent qu'ils ne s'attendaient pas à ce que ces musulmans soient si normaux, soient ordinaires, si ordinaires. Rien qu'entre septembre et novembre 2021, Grupa Granica est venu en aide à plus de 2000 migrants perdus en forêt. C'est une crise humanitaire à laquelle on assiste ici. On est spécialisé dans l'aide légale et tout ça, mais de travailler dans la forêt, on est des amateurs. Et on a beaucoup appris, mais c'est un grand problème que c'était nous qui devions faire cette tâche. Comprenez, se substituer à un État qui a décidé de ne pas respecter le droit international accordant protection aux demandeurs d'asile. La Pologne a voté une loi autorisant le refoulement des migrants, quel que soit leur statut.
Et cela, les activistes, comme on les appelle ici, ne l'acceptent pas. Les gens qui sont encore en Biélorussie ont besoin d'aide. Ils essayeront de passer. Ils ne peuvent pas retourner dans leur pays. Alors c'est sûr, ce n'est pas la fin de l'histoire. Agata travaille pour la fondation Ötszalényi qui s'est engagée dès le début de la crise. La fondation s'appuie sur un réseau d'entraide actif dans tout le pays. Agata vient de l'ouest, à l'autre bout de la Pologne. Et vous êtes venu chercher des marchandises? Oui, ils ont beaucoup de matériel. Et si nous avons besoin de quelque chose, nous pouvons le trouver ici. Oui. Nous remontons la frontière à proximité d'un axe routier menant vers la Biélorussie. Exceptionnellement, les activistes nous ouvrent les portes de leur base. Un lieu secret d'où ils planifient les opérations de secours en forêt. Agata et ses collègues entreposent ici le nécessaire pour partir en intervention. Au-dessus, un simple appartement occupé en permanence par des équipes qui se relayent tous les 4 jours. Mais pourquoi tant de mystères? Ce n'est pas que nous ayons peur ou quelque chose comme ça, mais il y a beaucoup de nationalistes ici. Et aussi des gens qui n'ont peut-être pas beaucoup de sympathie pour ce que nous faisons. Alors oui, nous préférons ne pas dire très ouvertement où nous séjournons. Articles de premier secours, nourriture, tout est prêt. Encore faut-il entrer en contact avec les migrants qui tentent de passer la frontière. Les numéros de téléphone des activistes circulent dans toute la région, jusque dans les camps de réfugiés en Biélorussie. Mais il n'est pas toujours facile de communiquer. Oh là là, il y a une grosse action là. Un groupe de 6 hommes et 2 femmes venant d'Irak ont contacté l'équipe. Mais la situation est peu claire. Nous avons du mal à comprendre réellement ce qui se passe parce qu'ils écrivent en arabe et nous essayons de traduire. C'est difficile et il y a malheureusement beaucoup de situations où nous ne pouvons pas les atteindre. Et maintenant que le temps est très mauvais, il est très important de leur apporter de l'équipement parce que pour survivre la nuit, c'est très difficile. La nuit tombée, nous sommes informés d'une autre intervention de secours concernant un migrant d'origine syrienne. Grupa Granica, le groupe de la frontière, nous donne rendez-vous dans un petit village proche de la zone interdite. La nuit est glaciale. Nous roulons 1 heure dans le blizzard, passons les checkpoints de la police et arrivons au lieu indiqué, à l'orée de la forêt. Dans 5,5 km de la destination se trouve sur votre droite. Pour éviter d'éveiller les soupçons, nous attendons à l'entrée du village. 1h20 plus tard, des phares nous signalent une présence. C'est une équipe de journalistes hollandais. Comme nous, ils viennent de recevoir la localisation précise des activistes. Nous partons à leur recherche, 1 demi-heure de marche dans la forêt. Et enfin, une petite lumière rouge, le signal que nous attendons. Sortis comme au milieu de nulle part, nous rencontrons Moussa, un tailleur syrien. Il demande l'asile politique. Première difficulté, Moussa ne parle que l'arabe. Un traducteur nous aide à comprendre que ce n'est pas la première fois qu'il se risque à traverser la forêt. Les Biélorusses ont coupé les barbelés et nous ont fait passer.
Les Polonais nous ont donné des restes de nourriture et ils nous ont refoulés. Certains Biélorusses nous ont battus. D'autres étaient gentils. Moussa est un cas à part parce qu'il a été refoulé 4 ou 5 fois seulement, ce qui est peu. Parce que, selon notre expérience en forêt, nous avons rencontré des gens qui ont été refoulés parfois plus de 20 fois. Et c'était le chaos total. Ils ont rencontré des gens effrayants et ils étaient traumatisés, car tout était lié à la violence et au refoulement. Il fait -5, l'intervention a débuté il y a plus de 7 heures. Carolina et Michal assistent Moussa. Demander l'asile dans un pays qui ne veut pas entrer en matière n'est pas facile. Il faut pour cela contacter la Cour européenne des droits de l'homme afin d'obtenir un document appelé intérim. L'intérim est un document important qui donne une protection temporaire à la personne qui demande l'asile. Malheureusement, les personnes sont arrêtées par les gardes-frontières sans leur demander si elles veulent déposer une demande d'asile. Et elles sont refoulées vers la frontière biélorusse. L'intérim permet d'éviter le refoulement jusqu'à l'éclaircissement de la demande d'asile. Michal représentera Moussa tout au long de la procédure. Il contacte les gardes frontières pour le signaler. Qu'est-ce que vous pensez qui va se passer pour vous maintenant en Pologne? Je ne sais pas. J'espère une vie meilleure ici. Avez-vous peur de la police qui va venir pour vous emmener? J'ai peur, mais j'espère que cette fois, ils ne me renverront pas. Situation insolite d'un tailleur syrien réconforté par un peu de musique en attendant son arrestation. Tout est prêt pour recevoir les gardes frontières. Ce type d'intervention est minutieusement préparé. Les activistes étaient en contact avec Moussa dès qu'il a posé le pied en Pologne. Ce dernier a dû attendre 2 jours, caché dans la forêt, le temps d'obtenir le précieux document de la Cour européenne. Moussa sera enfermé dans un camp de détention en attendant d'être fixé sur son sort. Mais cette forêt inextricable peut être un piège mortel quand on est sans aide et sans repère. Roger était parti du Cameroun pour étudier en Russie. Après 4 ans à Moscou, ne pouvant plus financer son master, il tente la traversée en octobre dernier avec un camarade et ses 2 frères. Une odyssée tragique. Nous n'avions pas à quoi manger, ni de l'eau à boire, et les téléphones par lesquels nous pouvions s'orienter étaient éteints. Donc c'est ce qui a fait que nous avons fait 2 semaines dans la forêt. Voilà. Sans possibilité de se repérer, le groupe se perd et tourne en rond dans l'immense forêt. La faim, la soif sont une épreuve, mais le pire est à venir. L'un de mes frères, le plus jeune, il avait juste 19 ans. Lui, c'est quand on dormait la nuit, il a été mordu par un serpent, donc il saignait. Et à un certain moment donné, il ne pouvait pas avancer rapidement que nous avions souhaité, donc on était obligé d'aller doucement avec lui. Puisqu'il était blessé, il avait besoin d'être pris à chaque fois, donc c'est moi qui le portais dans mes bras. Il ne voyait plus rien.
Alors, il a avancé avec sa blessure pendant 3 jours. Le 4e jour, un jour de vendredi nuit, qu'il est décédé. Voilà, donc vers 17h, 18h comme ça. Et quand il me demandait de lui poser quelque part, on va se reposer. Alors, je lui ai posé à côté, on était là, et tout à coup, on l'a vu, donc il a changé de position et je savais que c'était fini pour lui. Ouais. J'ai passé le reste de la journée et presque la moitié de la nuit en train de creuser pour pouvoir l'enterrer. J'avais coupé les bois morts avec quoi j'ai creusé sa tombe. Il n'était pas bien enterré, mais j'ai eu quand même faire le mieux pour qu'il soit un peu cassé. Après, on a commencé à avancer. Mon second frère, lui, il a commencé à souffrir vraiment. Et puis, il avait besoin de boire, il disait qu'il avait soif, il veut boire. Et à un certain moment donné, quand on traversait l'eau qui stagnait dans la forêt, les flaques d'eau, il prenait, il buvait ça. Donc avec l'eau sale, il n'avait rien mangé, il a commencé à vomir quelques jours plus tard. Et puis, vu qu'il n'avait pas mangé, il a commencé à vomir du sang. Bon, il a senti qu'il allait mourir, mais moi je ne croyais pas. Parce que pendant la journée, quand on se reposait, il me disait, mais écoute, il faut que tu continues le sommeil. Tu continues à te battre. Parce que c'était ça l'objectif, c'est que tu puisses continuer tes études. Alors il m'a dit, il faut continuer. Mais je ne pense pas que moi je pourrais s'en sortir. Alors c'est comme ça, la nuit quand on dormait, le matin je le réveille, il était déjà mort. Ouais. À bout de force, Roger et son camarade trouvent enfin un chemin qui les mène à un village. Ils frappent à une porte. 5 minutes plus tard, la police vient les chercher pour les refouler en Biélorussie. Roger refuse et se débat. Blessé, il est admis à l'hôpital et plus tard transféré dans un centre. Il a reçu depuis un avis d'expulsion. Roger a préféré l'anonymat. Au moment de notre rencontre, il n'avait pas encore trouvé la force de parler du drame à sa famille. De combien d'histoires similaires la forêt garde-t-elle le secret ? Certains habitants proches de la frontière refusent que des migrants meurent à leur porte. Ils les hébergent eux-mêmes, clandestinement, pour leur permettre de retrouver des forces sur la route de l'exil. Camille Siller en fait partie. Avocat, il a dès le début de la crise lancé le mouvement Lumière verte, un geste simple pour afficher sa solidarité avec les personnes en quête d'Eldorado européen. Mais cette attitude ouverte aux étrangers est mal vue par les forces de sécurité. Nous sommes surveillés par les gardes-frontières, les policiers. Parfois, ils sont visibles près de notre maison, dans l'obscurité. Et nous savons qu'ils observent avec leurs caméras à vision thermique. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Państwo są, dokumenciki prosiłbym. C'est un désastre. Tout mon univers juridique s'est effondré, simplement. Ils enfreignent ouvertement la loi, la constitution polonaise. Ils violent les conventions internationales, le droit européen, les droits de l'homme, etc., etc.
Camille Siller parcourt souvent les bois avec sa petite caméra thermique capable de révéler la présence humaine à 1 kilomètre de distance. Avec son groupe de locaux, il couvre une portion de 100 km de frontières. Mais leurs moyens sont bien légers face à ceux des forces de sécurité. C'est une sorte de jeu qui engage la vie. Parce que si vous êtes le premier, vous pouvez aider, sauver les gens dans la forêt. C'est assez difficile d'arriver le premier, parce que les services ont de très grandes chances avec leur équipement. Et les traces dans la neige sont visibles. Alors les réfugiés peuvent être facilement traqués. Chaque nuit, les milices territoriales font voler leurs drones au-dessus de la forêt. Facilement détectée, la position des migrants est immédiatement transmise aux équipes au sol. Alors, secourir des personnes entrées illégalement peut être risqué dans ce coin de Pologne. Maria, la femme de Camille, en sait quelque chose. Une fois, j'étais en forêt avec mes collègues et nous avons été attaqués par des personnes masquées. Elles n'étaient pas en uniforme, donc nous ne savions pas qui elles étaient. Et un type pointe un pistolet sur ma tempe, crie et me dit que je suis un passeur, que je fais du trafic d'êtres humains. J'ai eu peur après coup. Et puis je suis tombée malade. Je pense que c'était une sorte de réaction corporelle à la situation. J'ai donc fait une pause avant de repartir en forêt. Puis j'y suis retournée. À en croire les activistes, l'expérience vécue par Maria n'est pas un cas isolé. La crise migratoire attise les passions et favorise la violence. Camille est en contact permanent avec des personnes attendant le moment propice en Biélorussie. Nous essayons de les convaincre de ne pas venir en Pologne. Parce qu'en Pologne, c'est très très triste. Ils ne sont pas les bienvenus. Ceux qui ont été arrêtés et ont évité l'expulsion immédiate sont parfois hébergés dans des centres ouverts gérés par des organismes privés comme la Fondation Dialogue. Ces 5 frères et sœurs viennent du Kurdistan irakien. Ils sont arrivés ici en novembre dernier avec Baravan, leur père. Mais il manque quelqu'un. Pilier de la famille. La mère des enfants, Avin. Elle n'avait pas de problème. Elle avait eu une jaunisse au Kurdistan, mais elle avait guéri. Et elle était en bonne santé. Mais elle était enceinte et nous ne le savions pas. Tout s'est compliqué pendant la traversée. Avin prenait la pilule et ne se doutait pas être enceinte depuis 6 mois. Elle a commencé à se sentir mal dans la forêt et a été prise en charge par les gardes frontières polonais au moment de leur arrestation. On m'a emmené dans un centre de détention et ma femme est allée à l'hôpital. Au centre, après 3 ou 4 jours, un policier m'appelle et m'annonce que j'ai eu un fils, mais qu'il est mort. Là, j'ai prié pour que ma femme aille bien, mais ce n'était pas le cas. Ils m'ont annoncé sa mort aussi. Désormais seul avec ses enfants, Baravan en appelle à plus d'humanité pour toutes les personnes migrantes. Dieu nous a donné des yeux et des oreilles pour vous permettre de vous mettre à notre place. Mettez-vous à ma place. Si c'est bien pour vous, c'est bien pour tout le monde. Si ce n'est pas bien, il ne faut pas faire ça aux humains. On mourra tous un jour. J'espère que quelque chose sera fait pour toutes ces personnes dans les camps. Elles ne comptent pas pour rien.
Personne ne quitte son pays pour le plaisir. Il y a de bonnes raisons. Toutes les histoires ne sont pas aussi dramatiques. Depuis le début de la crise, près de 10 000 personnes auraient réussi à rejoindre l'Allemagne et à y demander l'asile. Officiellement, une vingtaine d'entre elles ont perdu la vie durant la traversée. Mais les activistes en contact avec les communautés craignent que ce nombre soit beaucoup plus élevé. Certains ont une sépulture dans ce cimetière musulman appartenant à la communauté tatare. Un peu à l'écart, on découvre 4 tombes de migrants morts en forêt. Le corps d'Avin, la femme de Baravan, a été rapatrié en Irak. Le petit qu'elle portait n'aura pas eu le temps de voir ce monde, juste de recevoir un nom, Ali Kari.